J'ai pris quelques notes pour essayer de rester dans un temps. J'ai vu l'ordre du jour, donc comme il y a beaucoup de prises de parole successives, et je crois que c'est très intéressant d'ailleurs, hein, ça donne le rythme. Donc je vais rester dans votre rythme en commençant par saluer toutes celles et ceux qui ont pris du temps, effectivement, pour passer un moment ensemble, pour se renforcer ensemble, parce que je pense que vraiment, on est dans cette dynamique. La dynamique, elle est chez nous, elle n'est pas à l'URB. Elle n'est pas à l'URB, bravo à tous les quatre, parce que vous avez fait une belle campagne, et cette belle campagne, elle se traduit par la possibilité de revenir au deuxième tour. Et il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a pas de citadelle imprenable. Et c'est pas parce que on a Claude Régoulet et Bruno Rogemont sur ce canton qu'il faut avoir peur. D'ailleurs, vous avez vu, on est en train d'essayer d'instaurer la parité, elle va être instaurée, mais on a encore cette fâcheuse habitude, quand on parle des candidats, eh bien, de parler toujours de ceux qu'on connaît le plus ou de ceux qui sont plus sur le devant de la scène. Donc, c'est pareil en ce qui nous concerne, j'entendais tout à l'heure, mais n'oublions surtout pas, sur le canton de Souvigny, Marie-Françoise Lacarin, hein, parce que c'est vraiment ensemble, tous les deux, avec Jean-Marc Dumont, les remplaçants, avec Nathalie Bidot. J'ai Jean-Marc parce que Jean-Marc, il est là, hein, j'ai pas... voilà. Et on a fait une belle campagne, et c'est pour ça que le résultat, il a été au bout. Pas de citadelle imprenable. Malgré tout, secrètement, c'est vrai que le binôme d'opposition aujourd'hui, majorité dans leur commune, mais d'opposition aujourd'hui, eh bien très secrètement, pensait l'emporter dès le premier tour. Dès le premier tour. Et ce n'étaient pas les seuls. Hein. L'URB pensait passer 4 ou 5 binômes dès le premier tour. Raté. Hein. Ça fait flop. Et quelque part, eh bien, cette sûreté qu'ils avaient, finalement, est devenue une petite peur qui s'est installée chez eux. Et on voit une certaine fébrilité. Ce matin, j'étais en débat avec Claude Régoulet sur France Bleu. Bon, il était un petit peu fébrile. D'autant plus que Claude, il est comme ça. Hein, il est un petit peu volubile, et puis quelque part, il n'en faut pas beaucoup pour que ça déstabilise un petit peu. Donc quelque part, sur ce canton, je pense que vous avez tout à fait une carte à jouer. Et puis la carte, elle n'est pas canton par canton, la carte, elle est aussi dans la dynamique qu'on peut porter tous ensemble. Et tous les jours, je sais qu'il y a du tractage, il y a du porte-à-porte. Les gens nous voient, ils nous voient parce que nous sommes des élus de terrain. Et ils ne nous voient pas qu'aujourd'hui, ils nous voient souvent tout au long de l'année. Et je crois que la reconnaissance aujourd'hui, dans un contexte un petit peu compliqué, bien entendu, le climat national n'est pas aujourd'hui forcément favorable aux candidats de gauche. Et pour ça que nous nous démarquons aussi par notre habitude à coller aux réalités et à coller au terrain. Je pense que les électeurs l'ont reconnu. Et je crois que l'élection de dimanche n'est pas jouée. Pour ceux qui pourraient penser que ça y est, on a perdu la majorité, pas du tout. Pas du tout. C'est comme d'habitude. Moi, j'ai jamais vu dans ce département une élection cantonale simple. Hein, il y a eu des alternances et il y a toujours eu des majorités très courtes, hein, quel que soit le niveau de la majorité. Aujourd'hui, n'oublions pas que sur 35 conseillers généraux, eh bien, il y a 18 conseillers généraux de gauche et 17 conseillers généraux de droite. Donc, c'est pas nouveau, ça ne change rien. Et dimanche, eh bien, peut-être que nous resterons majoritaires avec 10 binômes
sur 19 qui seront à gauche. Voilà. Donc il n'y a absolument rien de fait et il ne faut surtout pas baisser les bras parce que les voix, nous allons aller les chercher une par une. Alors, l'URB, je ne peux pas en parler beaucoup, mais je profite quand même de ces réunions pour faire quelques mises au point. Simplement sur la question des programmes. L'URB a bâti son programme sur un certain nombre d'allégations que je qualifierais de mensongères. Voilà. Ou de formules toutes faites, faciles. La gauche serait dépensière, notamment en fonctionnement, alors qu'il faut relancer l'investissement. Nous savons tous, nous n'avons pas besoin de leçons, n'est-ce pas Elisabeth, pour savoir que lorsque les entreprises ont de l'activité, lorsqu'elles travaillent, lorsque les carnets de commandes sont remplis, tout ça alimente l'économie et alimente l'emploi. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On le sait, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique qui est un petit peu compliquée et que les choses ne se font pas en claquant des doigts. L'URB annonce pour les 6 ans à venir 360 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire 60 millions d'euros par an. Rien d'extraordinaire. Nous venons, sur la même période, d'investir 70 millions d'euros en moyenne par an. Donc quelque part, ils ne vont pas faire redémarrer l'économie simplement avec des mots. Les impôts, la gauche frappe fort au niveau des impôts, et certains même dans des réunions, ça n'a pas été dit dans le programme officiel départemental, mais je sais que dans certaines réunions, il y a des candidats URB qui se sont laissés aller à dire qu'ils allaient baisser les impôts. Alors, juste 2 mots sur les impôts du département. Le département n'a plus qu'une seule taxe sur laquelle il peut agir et sur laquelle, en fait, il fixe le taux. C'est la taxe sur le foncier bâti. Je vous donne 4 chiffres. Le taux du foncier bâti en Allier, 20,21. Le taux du foncier bâti dans le Puy-de-Dôme, 20,48. Les 2 autres départements d'Auvergne, qui sont 2 départements dirigés par des équipes de droite. La Haute-Loire, taux du foncier bâti Haute-Loire, 21,90. Le taux du foncier bâti dans le Cantal. Alors dans le Cantal, ça devrait être formidable, parce qu'on fait souvent référence à la gestion du Cantal. Ça devrait être formidable. Taux du foncier bâti, 23,56. Donc voilà, je ne donne pas d'autres chiffres, mais l'Allier est le département d'Auvergne qui a le taux d'imposition le plus faible. Au niveau du soutien à l'économie, nous soutenons l'économie dans une compétence qui n'est pas une compétence obligatoire, mais dans des politiques que nous appelons volontaristes. Eh bien, ça veut dire soutien à l'habitat. Tu y as fait allusion tout à l'heure, Sylvain, en parlant et en faisant référence au plan de rénovation énergétique que nous avons lancé. Nous faisons aussi du soutien à l'agriculture, Jean-Pierre, dans le cadre, par exemple, de la mise aux normes de bâtiments d'élevage. Ce sont donc des aides à l'équipement. Et puis, nous faisons du soutien aussi à certaines entreprises qui développent de l'immobilier et créent de l'emploi. Eh bien, en moyenne, sur les 7 ans pour lesquels nous avons assumé la présidence, nous avons investi en soutien à l'économie 500 000 € en moyenne par an de plus que ne l'a fait l'équipe précédente. Alors, c'est ça que j'appelle des allégations mensongères ou des formules. La communication. Nous avons trop de communication. La communication coûte cher. Eh bien, sachez que là encore, pendant les 7 ans où nous avons été aux affaires, eh bien, nous avons dépensé en moyenne
180 000 € de communication en moins que ne l'ont fait que ne l'a fait l'équipe précédente sur ces années de présidence. Je pense notamment à Gérard Derriot. D'ailleurs, quand je dis Gérard Derriot, ça me fait penser que à gauche, on est calé. À gauche, si nous sommes majoritaires dimanche soir, on sait qui présidera l'Assemblée départementale. C'est quelque chose qui a été posé avec l'ensemble de nos partenaires. À droite, on ne sait pas. On nous parle, on nous dit que la droite se présente d'une manière très unie. Oui, à condition de ne pas aborder les questions qui fâchent. Et parmi les questions qui fâchent, eh bien, il y a la présidence du Conseil général, enfin du Conseil départemental à venir. Alors, j'en dis un mot parce que Gérard Derriot est sur les rangs. Alors, il sera sur les rangs s'il est élu. Et je pense qu'il ne le sera pas. Mais lui, il le pense. Et donc, il voudrait à nouveau un bâton de maréchal, terminer sa carrière avec une nouvelle présidence. C'est pas comme ça qu'on le voit, parce que, quelque part, alors Gérard Derriot, je ne m'attaque pas à l'homme, hein, je m'attaque simplement, je pose des questions concernant la manière dont il travaille sur ce territoire. Il y a un petit peu plus d'un an, quand il a été question de se présenter ou de se représenter aux élections sénatoriales, Gérard Derriot a été obligé de faire un choix. Il a fait, parce qu'il était concerné par le cumul des mandats. Donc il avait un choix, soit il laissait son mandat à la communauté de communes, soit il laissait son mandat au département. Il a choisi de laisser son mandat de conseiller général. Bon, c'est respectable. Ça, c'était il y a un an. Aujourd'hui, il revient et il se présente aux élections départementales. Et s'il était élu, il serait à nouveau tenu de faire un choix. Et là, il annonce qu'il laissera sa présidence de communauté de communes. Donc on a compris. Gérard Derriot, en fait, se sert de l'allié comme une variable d'ajustement. Il ajuste sa carrière en fonction de l'allié. Mais il y a longtemps qu'il a quitté l'allié. Il est parisien, mais j'ai rien contre les Parisiens, mais c'est un choix. C'est un choix, donc on ne peut pas être à la fois là-haut et à la fois ici. Et d'ailleurs, ça lui pose un problème parce qu'il est obligé de faire un discours pour là-haut et un discours pour ici. Donc la question de la présidence du Conseil général est une vraie question. La droite ne dit pas. Est-ce que... Alors, ici, on dit que non. Ici, on dit que non, mais on verra. On verra. Après, il y en a qui pensent que c'est sur Vichy, etc. Peu importe. Mais simplement, eh bien, nous n'avons pas, aujourd'hui, de précision sur ces questions-là. À gauche, je le disais, les choses sont claires, et elles sont claires aussi dans notre projet, puisque nous avons une équipe, nous avons un bilan. Je veux pas revenir, Sylvain a dit les choses importantes, parce qu'on pourrait lister beaucoup d'autres choses. Tiens, je vais simplement en rajouter une. Je vais vous rappeler la première décision que nous avons prise quand nous sommes arrivés à la responsabilité des affaires du département. La première décision que nous avons prise, ça a été de supprimer l'obligation pour les petits-enfants, eh bien, de subvenir, quand les ressources des papis ou des mamies ne suffisent pas, eh bien, de subvenir, de compléter la nécessité de la participation de la famille pour les maisons de retraite. Donc, quand les ressources ne suffisent pas, on faisait un appel aux enfants et un appel aux petits-enfants. Nous, on a dit non. Les petits-enfants, ils ont souvent engagé des charges de famille, ils ont une maison à rembourser, ils ont des enfants à éduquer. Donc on a supprimé ça. Alors ça, plus personne n'y pense, parce que finalement, plus personne
dans les petits-enfants, de reçoivent un courrier en leur demandant le montant de leurs ressources. Mais n'oublions pas des décisions comme celle-ci qui sont des vraies décisions qui ont impacté. Alors j'ai déjà une équipe, un bilan, un exemple, un projet. Parce que, contrairement à l'URB, nous avons un projet, nous essayons d'imaginer ce que sera la France de demain. Nous essayons d'imaginer comment, dans une France qui est en train de mettre en avant la métropolisation, comment des départements ruraux comme les nôtres, et quand je dis ruraux, je ne pense pas au fin fond de nos campagnes, je pense simplement à l'ensemble du département, qui est un département rural, parce que la densité du département de l'Allier, en termes de population, est inférieure à 50 habitants au kilomètre carré, et donc nous avons les caractéristiques d'un département rural, 3 petites villes, des gros bourgs-centres, des petits villages, de la campagne, c'est ça la définition. Et donc, comment demain, ces départements vont se situer dans l'organisation qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que la question de la métropolisation, eh bien, nous a mobilisé le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Marseille. La pensée en France est une pensée urbaine. Ceux qui réfléchissent l'avenir, l'élite française pense urbain, vit urbain. Et quelque part, c'est à partir de ces références-là qu'ils se projettent dans les années ou dans les décennies qui viennent. C'est pour ça que nous avons voulu travailler sur cette question dite des nouvelles ruralités, des nouvelles fonctions pour des territoires comme les nôtres. Je sais, Elisabeth, que quand tu parles de l'économie, tu parles aussi de ces nouvelles fonctions quand tu parles des filières ou quand tu parles des circuits courts ou des choses comme ça. Je veux pas développer, mais on a contribué dans ce pays à installer le débat sur la ruralité. Pas bien entendu, hein, ça ne veut pas dire que ça y est, tout est fait. Non, il faut continuer de se battre, il faut être revendicatif, mais au-delà d'être revendicatif, il faut aussi, je pense, prendre un certain nombre de choses en main nous-mêmes, ne pas justement être dans la fatalité. La droite, elle parle de ruralité sacrifiée. Ce matin, nous étions aussi dans un autre débat, c'était sur RCF. Il y avait le conseiller général du canton du Maillet de Montagne. Il dit, je m'en étais pas rendu compte à quel point les gens étaient dans la souffrance, à quel point nos territoires étaient aujourd'hui en difficulté. Je pense qu'il se présente pour son 3e mandat. Il ne s'en était pas rendu compte. Mais au-delà de ça, son discours n'a été qu'un discours négatif. Est-ce que, systématiquement, on va aller voir les gens en parlant toujours d'une manière négative? On est des êtres humains, les uns les autres. On a des familles, on a des amis, on a un métier, on a envie d'avoir du bonheur. C'est ça qu'on a envie de construire. Et aujourd'hui, des territoires comme les nôtres sont reconnus. Il y a un désir de campagne. Il y a un désir de gens qui aujourd'hui sont confrontés à des difficultés, à un mal-vivre. Eh bien, il y a un désir de venir vivre ici. Et c'est ça que nous devons construire en imaginant de nouvelles fonctions pour ces territoires. La question des nouvelles ruralités, eh bien, ça a été cette question-là. Alors, cette question sur les nouvelles ruralités, nous avons voulu la traduire dans un projet départemental. Je ne sais pas si vous en parlez, mais je vais juste l'effleurer. Nous avons voulu donner une déclinaison locale à la réflexion que nous avons portée au niveau national. Parce que quand je dis que nous avons porté une réflexion au niveau national, oui, puisque sur cette réflexion autour des nouvelles fonctions pour les territoires ruraux, 40 départements de France nous ont rejoints. Ils représentent 23 millions d'habitants et aujourd'hui, ils portent un espoir. Et ce rapport que nous avons remis avec un certain nombre de propositions, dont certaines ont été reprises dans un dernier comité interministériel, eh bien, nous avons voulu lui donner aussi une déclinaison locale, enrichie avec les rendez-vous de l'Allier. Tu y as fait allusion tout à l'heure, Sylvain, notamment ceux de l'automne 2013,
où nous avons travaillé sur 3 concepts. Le concept d'habiter un territoire. Comment on habite un territoire? Ça pose plein de questions. Ça pose la question, par exemple, de l'urbanisme. Je donne juste un exemple de l'urbanisme. En moins d'un siècle, nous sommes passés d'une France rurale, où 3 générations vivaient sous le même toit, à une France qui a intégré une génération supplémentaire parce que nous avons gagné plus de 20 ans d'espérance de vie, et ces 4 générations aujourd'hui n'habitent pas sous le même toit. Donc la question de l'habitat, la question de l'urbanisme, la question des centres-bourgs est une question essentielle aujourd'hui dont il faut effectivement parler et autour de laquelle il faut bâtir des projets. C'est ce que nous développons aussi dans notre programme avec la question des services, parce qu'habiter un territoire, ça veut dire des services pour se soigner, des services pour l'éducation, des services pour se déplacer, toute la question de la mobilité. Ça pose la question de l'économie, je n'y reviens pas, tu y viendras. Et puis ça pose une question essentielle, c'est celle du lien social, c'est celle du vivre ensemble. Voilà, c'est cette question que certains redécouvrent aujourd'hui, après les événements qu'on a appelés Charlie, parce que quelque part ça a réinterrogé un certain nombre de consciences sur quelles valeurs nous bâtissons notre société de demain. Et les territoires ruraux ne sont pas simplement des territoires résiduels ou de ressourcement pour celles et ceux qui sont un petit peu aujourd'hui dans des conditions de vie qu'ils voudraient changer. C'est pour ça que de plus en plus de Français imaginent un projet de vie chez nous. Donc nous avons un projet. C'est autour de ces questions fondamentales que nous avons travaillé. J'ai voulu revenir très rapidement sur cette question-là, mais elle est essentielle. Elle est essentielle. Nous devons aussi prendre nous-mêmes en main une partie de notre destin. Nous devons avoir un regard positif sur ces territoires. Moi, je ne peux pas entendre l'opposition parler de ruralité sacrifiée, jeter à la figure des gens, finalement, qu'un regard de misère. Comment on va travailler sur un département comme le nôtre si on est toujours en train de le dénigrer? Donc c'est ces questions-là que nous portons, c'est cet espoir que nous portons, sans être naïfs, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses à régler, que l'injustice sociale, l'injustice fiscale, l'injustice tout court, eh bien, interpelle beaucoup de nos concitoyens qui ressentent souvent un sentiment d'abandon, un sentiment de relégation, qui les pousse parfois vers le vote Front National. Là aussi, il faut qu'on regarde les choses en face. Et là aussi, on a une responsabilité forte de reconquérir cet électorat qui souvent nous a fui. On a mis trop longtemps à reconnaître qu'il y avait aussi dans les rangs du Front National un certain nombre d'amis politiques à un moment, et puis qui ne se sont plus retrouvés ou qui ne se retrouvent pas dans les politiques qui sont proposées aujourd'hui. Et cette question, eh bien, il faut qu'on l'affronte directement. Là, à la fois l'abstention et à la fois le vote Front National. Parce que demain, si ces questions-là ne sont pas traitées, eh bien, elles vont devenir encore plus prégnantes, et ceux qui seront élus, finalement, ne représenteront que peu d'habitants. Donc je pense que la question de la démocratie est une question qui est également posée. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire pour vous soutenir ce soir, pour vous dire qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de cet élan. Alors bien sûr, il y en a qui disent « Ah, ça va être compliqué ». Vous avez vu des choses qui ne sont pas compliquées dans ce domaine-là? Il y a plein de cantons qui vont être compliqués. Mais quand on fait nos comptes, eh bien, au bout, vous savez, j'ai mon ami Gilles Mazuel, qui est un gars, le conseiller général du canton de Bourbon-l'Archambault, il a une bonne formule pour ça. Il dit qu'on compte les bouses à la fin de la foire. Eh bien, je pense que dimanche soir, quand on va compter, eh bien, ceux qui sont un petit peu sur d'eux aujourd'hui pourraient finalement déchanter. Et je pense qu'il ne faut rien lâcher. Je sais qu'ici, vous ne lâchez rien, mais rien lâcher sur aucun territoire. Il ne faut pas se dire que là, ça sera plus compliqué qu'ailleurs et que là, on ne va pas y arriver. Non,
parce que ce que nous faisons jusqu'au bout, les rencontres que nous faisons jusqu'au bout, les contacts que nous avons jusqu'au bout, sont des contacts qui vont compter aujourd'hui, dimanche ou demain. Donc c'est important d'aller au-devant des gens, parce que ce qu'attendent nos concitoyens, c'est de la proximité, c'est de la sincérité, et c'est du pragmatisme, c'est-à-dire des choses concrètes. Voilà. Donc, Elisabeth, Sylvain, Jean-Pierre, Magali, je redis que vous avez fait une belle campagne, parce que ça, je le sais, je vois Magali tous les lundis, parce que Magali, elle travaille à la communauté de communes en Bocage bourbonnais, où j'ai quelques attaches, et je sais qu'il y a du travail. Je connais bien Elisabeth, parce que Elisabeth, avant que je sois élu, on se voyait de temps en temps, parce qu'on a des métiers qui se côtoyaient aussi. Je connais moins Sylvain, j'ai appris petit à petit, j'apprends à le connaître. Alors Sylvain, je sais qu'il lâche rien. Je sais qu'il lâche rien, et quand il a un objectif, eh bien, il l'amène jusqu'au bout, et on a besoin de gens qui ont des convictions fortes. Jean-Pierre, je le connais depuis longtemps. Il est agriculteur sur mon canton de Souvigny, il est agriculteur à Noyon-d'Allier, et Jean-Pierre, c'est un passionné lui aussi. C'est quelqu'un de vrai. Vous savez, les gens qui sont vrais. Jean-Pierre, il a passé des soirées à casser des noix, n'est-ce pas, pour emmener ensuite à l'huilerie, pour se faire un petit peu d'huile. C'est tellement bon, l'huile de noix. C'est ça, Jean-Pierre. Il a passé un temps pas possible à dresser des bœufs pour les emmener ensuite dans des fêtes où il était habillé en Aveyronais, n'est-ce pas, ton département d'origine. Eh bien, il avait, en tant qu'agriculteur, il aurait pu faire d'autres choses, il aurait pu même se reposer. Eh bien non, parce que Jean-Pierre, il aime les gens. Et les gens qui sont ici sont des gens qui aiment les gens. Et quand on veut faire ce qu'on fait, eh bien, on ne le fait pas longtemps si on n'a pas cette particularité. Donc, bravo pour tout le boulot que vous faites, et puis on va y arriver.